Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Réjouissez de fêter ses 18 ans aujourd'hui. C'est comme il a fallu qu'une racaille de merde ait lui enlever la vie. C'est la France d'aujourd'hui. J'espère qu'elle changera un jour. Parce que ça peut plus durer, ça. Il faut que ça s'arrête. Ça y est, la colonne du pèlerinage de Chartres est élancée. Des éoliennes provoquent l'inquiétude d'un éleveur pour ses chèvres. J'ai découvert une verticalité, une manière d'adorer, de prier. Avant l'arrivée de ces éoliennes, on n'avait pas de problème. L'arrestation de la flottille humanitaire menée par Greta Thunberg et Rima Hassan. Et l'année dernière, à partir d'avril, on a eu une baisse de production. Les autorités israéliennes ont fait savoir qu'elles allaient intervenir pour intercepter notre bateau. How dare you! Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre, mais il y a des moments où effectivement la paix s'installe. On va en parler. Et la paix s'est installée à Chartres ce week-end. La fin du pèlerinage Paris-Chartres, le 43e pèlerinage. Il a rassemblé plus de 20 000 personnes. Eh bien, vous savez, au moment où on ne parle que de la violence, que des dégradations, que des tabassages, que d'une France qui s'effrite, eh bien, voilà. On a vu, j'y étais, moi, hier, et j'ai vu une autre France aussi qui existe, qui est là. On peut penser ce qu'on veut des cathos-tradis, on peut penser ce qu'on veut de la tradition, de la religion, mais quelque chose se passe là. On va en parler avec Jean-Pierre Maugendre, ce pèlerinage de Chartres qu'a tellement merveilleusement célébré Charles Péguy, autre marcheur. On va en parler, et puis on va parler effectivement des éoliennes ensuite. Des éoliennes, quand on voit que les troupeaux d'animaux, notamment de chèvres, sont décimés par des éoliennes. Oui, ce n'est pas une fake news, ce n'est pas un complotisme, quelque chose se passe, et on en parlera avec la sénatrice de l'Eure et avec l'agriculteur, avec Jean-Philippe Bourgois. Et puis, ce qui s'est passé avec cette flottille, la flotte de la liberté, la freedom, avec Rima Hassan et Greta Thunberg, et la fin de quoi? De quelque chose qui a sa légitimité, mais qui s'est transformé en une opération de com raté, et dommage. On va en parler, et puis on va parler aussi du père de Benoît, dont le fils a été poignardé, et qui lui, non seulement ne tend pas la troisième joue, mais ne fait pas d'éloge du criminel. Et en seconde partie, nous allons recevoir justement, au propos de la violence et tout le reste, l'avocat Thibault de Montbrial. Thibault de Montbrial qui fera l'état des lieux. Il y a un état des lieux, mais pour le moment, on va commencer par justement ce qui se passe quand quelque chose est plus élevé et monte vers les cimes. À tout. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ainsi, nous naviguons vers votre cathédrale, de loin en loin surnage un chapelet de meules, rondes comme des tours opulentes et seules comme un rang de châteaux sur la barque amirale. De quoi s'agit-il? De Chartres. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Chartres sonne, Chartres t'appelle, gloire, honneur au Christ roi. Chartres sonne, Chartres t'appelle. Oui, pèlerinage de Chartres. Pèlerinage de Chartres, qu'est-ce qui se passe qui fait que en 1983, on va en parler avec Jean-Pierre Maugendre, directeur général de Renaissance catholique, pèlerin depuis 1983, a été organisé effectivement ce pèlerinage, et en 1983, donc il y a 42 ans, il y avait 500 personnes. Aujourd'hui, ils étaient 19 000 hier encore, autour de la cathédrale et à la grande messe du dimanche. Je rappelle qu'en 2019, ils étaient 10 000, en 2023, 16 000, 18 000, 19 000. À l'heure où on parle de déchristianisation, à l'heure où l'on parle où c'est fini, personne ne s'intéresse plus à la religion, en tout cas à certaines religions, eh bien apparemment là il se passe quelque chose. Moi j'ai été hier, ce qui m'a vraiment frappé, en dehors de toute, je dirais, de tout parti pris, c'est la jeunesse. Il y avait quand même des milliers de l'âge moyen d'hommes, de femmes, de jeunes, de garçons, de filles, évidemment d'enfants. La moyenne était 20 ans, 22 ans, 23 ans. Pardon?
La moyenne est à 20 ans. La moyenne est à 20 ans, voilà, me dit Jean-Pierre Maugendre. Alors justement, et puis ce défilé de toutes les régions de France, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Angleterre, d'Amérique, des États-Unis, il y a même eu une demande en mariage devant le parvis de la cathédrale. Alors Jean-Pierre Maugendre, vous êtes directeur général de Renaissance catholique et vous avez été encore une fois l'un des premiers pèlerins, le premier pèlerinage de 1983. Mais auparavant, évidemment, il y avait eu d'autres pèlerins qui avaient fait eux dans leur coin, seuls ou presque seuls, et notamment Charles Péguy. Et je voudrais juste citer cette merveilleuse merveilleuse prière de Péguy qui dit ceci: un homme de chez nous a fait ici jaillir, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que de tous les saints, plus haut que tous les lois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. C'est la pierre sans tache et la pierre sans faute, la plus haute oraison qu'on ait jamais portée, la plus droite raison qu'on ait jamais jetée, et vers un ciel sans bord, la ligne la plus haute. Péguy qui dit toujours aussi, je dis, il faut voir ce que l'on voit, il ne s'agit pas d'en parler. Jean-Pierre Maugendre, alors justement, qu'est-ce que c'est que ce pèlerinage? D'abord, qui a eu l'idée, comment ça s'est organisé ce pèlerinage? Alors, originellement, donc ce pèlerinage est une création d'un organisme qui existait, qui s'appelle le Centre Henri et André Charlier. Henri et André Charlier, ce sont deux convertis du XXe siècle. Il y en a un qui est devenu directeur d'école, l'école de Maslac, et l'autre qui était à la fois musicien et sculpteur. D'accord. Et donc, dans le cadre de cette association, un certain nombre de personnes ont été très marquées par deux événements. D'abord, le pèlerinage de Czestochowa, en Pologne, puisqu'en fait, ce pèlerinage, tous les ans, rassemblait des centaines de milliers de personnes pour aller prier la Vierge de Czestochowa et pour prier aussi pour que la Pologne soit débarrassée du fléau du communisme. Voilà, donc un pèlerinage qui avait été initié en particulier par le cardinal Wyszynski, qui avait organisé une neuvaine de prières de 1957 à 1966 en souvenir du baptême de la Pologne qui intervient en 966. D'accord, donc, ça c'est l'inspiration, vous direz, principale, quoi. Voilà, c'est vouloir transposer en France ce grand pèlerinage populaire. Donc il s'agit de marcher, alors qu'on justement pour les auditeurs. Moi-même, je n'étais pas au courant des détails, mais ce qu'on savait, c'est qu'on marche de Paris, depuis l'église Saint-Sulpice, c'est bien ça, jusqu'à la cathédrale de Chartres. Voilà, alors historiquement, c'était depuis Notre-Dame de Paris jusqu'à Notre-Dame de Chartres, mais bon, comme il n'a pas été possible de rentrer dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, cette année, ça s'est passé à Saint-Sulpice. Mais le pèlerinage historique, celui qu'a fait Péguy, c'est Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres. D'accord. Voilà. Donc, première intuition, c'est le pèlerinage de Czestochowa. D'accord. Et puis, deuxième intuition, c'est l'interpellation du pape Jean-Paul II au Bourget. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Voilà, le Saint-Père, il interpelle les Français. Et donc, ce pèlerinage, dès l'origine, est un pèlerinage marial, est un pèlerinage exigeant, puisque les 110 km en 3 jours, ça n'est quand même pas rien. Oui, c'est 110 km en 2 jours et demi, véritablement, c'est ça? Oui. Oui, puisqu'en fait, la dernière demi-journée, comme la messe est à 15h, les gens sont déjà arrivés. Et puis avec également cette idée, et c'est pour ça que l'association qui porte ce pèlerinage aujourd'hui s'appelle Notre-Dame de Chrétienté, c'est l'aspiration, c'est la réponse, un élément de réponse à la question du pape. C'est pas un christianisme éthéré, voilà, c'est un christianisme qui cherche à s'incarner dans ce que l'on a appelé la chrétienté et qui en fait était le fait que la religion catholique informait, au sens philosophique du terme, les institutions
du pays. Voilà, c'est ce pourquoi priaient les Polonais, et c'est ce que les fondateurs du pèlerinage, autour de Rémy Fontaine, Jean Madiran, dont Gérard Calvet, ont cherché à mettre en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on appelle aussi comment dirais-je, un pèlerinage traditionnel de chrétienté, parce que le mot traditionnel joue aussi un rôle non négligeable. Voilà, alors il y a une volonté historique de se positionner, comme ça avait été le cas pour le pèlerinage de Czestochowa, dans l'histoire longue de la France. Voilà, la France, elle commence pas en 1789, elle commence pas plus en 1981. Voilà, nous sommes les héritiers d'une histoire longue, et depuis ses origines, le pèlerinage cherche à renouer avec cette histoire longue, à la fois dans le choix des thèmes qui sont donnés, et puis également dans la fidélité à la liturgie immémoriale, traditionnelle de l'Église, qui nous relie à l'histoire longue de l'Église et de notre pays. C'est pour ça qu'on vous appelle les cathotradis. Alors certains pour s'en réjouir, d'autres pour le déplorer. Mais au-delà, effectivement, de la polémique ou des polémiques dont on pourra reparler, on fera d'ailleurs quelques émissions là-dessus, justement sur les visions de la chrétienté de l'Église aujourd'hui. Jean-Pierre Maugendre, ce qui est quand même frappant, c'est quand on voit les chiffres qui disent que deux choses d'ailleurs. D'abord, encore une fois, vous étiez 500 en 1983, ou 300 ou 400, vous nous direz, et vous étiez 20 000, 19 000 en 2025, à l'âge où on dit que la déchristianisation est pratiquement achevée. Et puis autre chose aussi, un rappel, je dirais les baptêmes, là c'est pas lié à Chartres et au pèlerinage, mais quand même, en 2025, 10 384 adultes recevront, dont 4 000 en 18 et 25 ans, recevront le baptême en France. C'est-à-dire c'est plus 45% par rapport à l'année dernière en 2024. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, Jean-Pierre Maugendre ? Alors, ça me dit deux choses. Ça me dit d'abord que ce pèlerinage, la manière dont il est organisé, c'est une réponse aux besoins de la nature humaine. Je crois qu'il y a dans la nature humaine un besoin de beauté, un besoin de transcendance, un besoin de mystère, un besoin de certitude. Voilà. Et tout ça, on est un peu dans l'ADN de ce pèlerinage, et il apporte des certitudes. Et puis également, j'ai oublié une aspiration, c'est la question de l'exigence. Voilà. Ouais. On a cru peut-être trop facilement que convertirait les gens par la facilité, la banalisation et l'horizontalité. Eh bien, je crois que le pèlerinage de chrétienté, il témoigne de ce que la nature humaine aspire à autre chose, et que le pèlerinage est en mesure de le donner. Et puis, par rapport à ce que vous évoquez sur la question des baptêmes, il ne faut pas perdre de vue que les chiffres que vous avez évoqués sont bien sûr, correspondent à la réalité, sont bien sûr des signes encourageants, mais ils ne viennent pas compenser l'effondrement considérable des baptêmes à la naissance. Ouais. C'est-à-dire que ces baptêmes adultes sont en forte progression, mais je rappelle qu'il y a 60 ans, on devait être sur un taux de baptême à la naissance de 95% des enfants. C'était l'ordre de grandeur, quoi. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là, et le nombre de baptisés donc continue à décroître, parce que ces 10 000 baptêmes d'adultes ne viennent pas compenser les centaines de milliers de baptêmes d'enfants qui avaient lieu autrefois et qui n'ont plus lieu aujourd'hui. Mais justement, on va continuer d'en parler, Jean-Pierre Maugendre, avec vous pendant quelques minutes après cette petite pause. On va poser la question, au fond, que signifie aujourd'hui la foi, la croyance, je parle évidemment de la croyance chrétienne, la croyance catholique, que signifie en tout cas la croyance aujourd'hui dans un monde bouleversé, diffracté, archipélisé, et je parle évidemment de la France, mais pas seulement. On se retrouve après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes plus que jamais avec Jean-Pierre Maugendre. Je rappelle que Jean-Pierre Maugendre est directeur de l'association Renaissance catholique. Et on parle de cette chose, de ce phénomène je dirais oui, un phénomène, pour parler comme un mécréant, un phénomène de société, mais c'est beaucoup plus que ça, qui est le pèlerinage de Chartres. Encore une fois, c'est la première fois que j'y allais. J'étais très, très frappé par ce qui se passe, par 25 000 personnes,
des jeunes, mais vraiment énormément de jeunes en majorité, et ben voilà, là, il n'y a ni casse, ni problème, ni rien. Ça se passe, en tout cas, dans une espèce de douceur qui est quand même à signaler. Jean-Pierre Maugendre, aujourd'hui, vous disiez justement qu'il y a beaucoup de facilité, qu'il fallait aller vers l'exigence. Sans parler d'un retour ou pas, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, qu'on retrouve cette espèce d'exigence et cette espèce de, je dirais, de transcendance et pas de cette horizontalité, je dirais presque d'effondrement. C'est peut-être excessif, mais pas tellement que ça. Mais je crois parce que alors on peut penser à Saint-Augustin, voilà, le pape est un religieux de Saint-Augustin. Saint-Augustin nous dit, vous nous avez fait pour vous, ô mon Dieu, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en vous. Eh bien, je crois aujourd'hui que la société moderne, qui est une société qui a rejeté Dieu, elle ne répond pas aux grandes questions que tout le monde se pose, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, etc. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que j'existe? Que se passera-t-il après ma mort? Bon, et ces questions, elles sont inhérentes à la nature humaine, et la religion catholique en particulier, à ces questions, elle apporte des réponses, qui sont des réponses claires, et les gens, après ce que l'on a appelé l'apologie ou le développement des maîtres du soupçon, aujourd'hui les gens ont besoin de certitude, de manière à pouvoir guider leur vie, orienter leur vie, et puis autant qu'il est possible ici-bas, être aussi heureux qu'il est possible. Et pour cela, on a besoin de cadres. Oui, c'est vrai. Mais attendez, les millions et les dizaines de millions de laïcs qui ne sont pas forcément voués aux gémonies de l'enfer et qui cherchent des valeurs et qui se battent pour des valeurs, peut-être pas spécialement catholiques, mais en tout cas des valeurs d'humanité, des valeurs de justice et des valeurs de fond, et qui se retrouvent très dépourvus quand la bise des extrémismes et des intégrismes fut venue. Alors eux, ils font quoi? Il faut qu'ils je veux dire, à côté de la religion catholique, est-ce que, pour vous, vous êtes catholique traditionnel, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des valeurs qui se posent et s'imposent? Alors les valeurs, je crois, elles sont au fond du cœur de chacun d'entre nous, parce qu'il existe alors ce que l'on a appelé le décalogue. Nous croyons que Dieu, il a gravé au fond du cœur de chacun d'entre nous ce que l'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire que le fait de voler, c'est pas bien. Le fait que de tuer, c'est pas bien. Le fait que de mentir, c'est pas bien. Le fait que de tromper sa femme, c'est pas bien. Eh ben ça, c'est au fond du cœur de chaque homme. Et je pense que chaque homme le sait, cherche la vérité, et puis après, en fonction des événements de la vie, la trouve, l'approche, la recherche. Mais je crois que c'est de la nature de l'homme de la recherche. En tout cas, Jean-Pierre Maugendre, effectivement, je ne sais pas si c'est au fond du cœur de chaque homme, eu égard à ce qu'on voit aujourd'hui, même si le commandement est là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce pèlerinage de Chartres montre qu'il existe d'autres France que celles dont on parle du matin au soir dans les médias, et que ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres France qui ne sont pas uniquement vouées à la haine, qui ne sont pas voués à la destruction, qui ne sont pas voués, et évidemment que ça existe, pas seulement à Chartres, mais aussi à Chartres, il faut le dire. Et en tout cas, j'enjoins des personnes de regarder ce qui s'est passé et de méditer cela, parce que effectivement, il faut de l'exigence et il faut la part la plus haute. Merci Jean-Pierre Maugendre. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, oui, vive le vent, vive le vent, vive le vent. Alors c'est formidable le vent, qu'est-ce qu'on aime le vent quand il souffle. Mais qu'est-ce qu'on aime aussi, il paraît que c'était ça qui allait faire, que notre avenir allait changer, notre avenir radioélectricité pour rien, grâce aux éoliennes, car le vent souffle les éoliennes. Sauf que, et on le sait depuis des années,
Sauf que le vent ne souffle pas du matin au soir, que les éoliennes, donc, ce sont des intermittentes. Et comment voulez-vous ravitailler une nation, un pays, un continent, un monde avec des intermittents? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il y a eu alors récemment? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. Il s'est passé à Vendegy-sur-Écaillon, dans le Nord, des éleveurs ont vu leur troupeau décimé il y a quelques mois sans raison apparente. Alors, sans raison apparente, ils ont cherché Jean-Philippe Bourgois, et puis vous êtes agriculteur, vous avez la chèvrerie des Caillots, vous fournissez Rungis, de grandes enseignes, des crémiers, des restaurateurs parisiennes. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à partir de avril 2024, la production a baissé. On n'a pas bien compris ce qui se passait. Oui. Et puis, à partir de juillet, août 2024, on a perdu 33 chèvres l'été. Et on ne comprenait pas. Alors sur un troupeau de combien? Sur un troupeau de 200. En clair, entre août dernier et aujourd'hui, j'ai perdu 150 chèvres mortes sur la chèvrerie et 5 boucs. Vous savez, faire mourir des boucs sur une ferme, il faut déjà être très fort. Oui, donc on a cherché l'aliment, on a cherché l'eau, on a cherché les foins, on a tout cherché. Et puis à un moment, à force de chercher, j'ai pris ma responsabilité, j'ai pris 17 chèvres de chez moi, je les ai mis à 15 km. Puis les chèvres qui faisaient plus de lait chez moi ont refait du lait ailleurs. Alors là, mon vétérinaire, il comprenait de façon absolue, systématique. Quoi. Même alimentation, même eau, tout pareil, même ration. Et les chèvres se sont mis à faire du lait. Alors là, je me suis posé quand même des questions. Et c'est comme ça que force est de constater que, en regroupant tout ce qui s'était passé, on s'est aperçu que fin 2023, début 2024, il y a des éoliennes qui sont arrivées. Et que depuis ce temps-là, les chèvres ne produisaient plus de lait. Et en fin de compte, on s'est surtout aperçu qu'on avait des courants vagabonds dans les abreuvoirs. C'est-à-dire que quand vous prenez un multimètre d'électricien et que vous mettez une sonde dans la paille et une sonde dans l'eau, vous avez 0,5 volts. Alors pour des personnes, ils vont dire 0,5 volts, c'est rien. Mais pour une chèvre qui a 4 pattes, qui met ses 4 pattes sans ses chaussures, sans ses chaussettes, directement sur la paille, c'est énorme. Ça veut dire que tout le courant, quand elle boit de l'eau, traverse son corps. Et ça, vous avez combien? 2 éoliennes? Non, 11 éoliennes. 11 éoliennes, d'accord. Qui se sont installées là en 3-4 mois de temps, sachant qu'il y en avait déjà 7. C'est fou, vous avez donc vous avez perdu 130 bêtes. Quoi. 138 chèvres. 138 chèvres. Et qui sont mortes très rapidement. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, elles ne buvaient plus d'eau, nos chèvres. Au lieu de boire 10 litres, elles buvaient 2,5 litres par jour. Et alors, vous avez fait donc le lien, vous avez appelé vous avez appelé le vétérinaire, on vous a constaté, et le lien a été fait... Non, le lien n'est pas fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de preuves. Moi, je vous dis, forcé de constater que depuis que les éoliennes sont arrivées, voilà ce qui m'arrive. Et c'est ce que je propose aux deux sociétés d'éoliennes. J'y coupe les éoliennes ne tournant pas de 100%, on le sait tous. C'est très facile de couper les éoliennes pendant 3-4 jours au niveau du compteur EDF pour pas qu'il y ait de courant qui circule et de contrôler si j'ai pas de courant vagabond. Ouais. Moi, je veux simplement contrôler. Je voyais ce que vous demandez à contrôler et ils l'ont refusé jusqu'à présent. On va les rencontrer là début juillet, donc on en saura plus. Mais pour l'instant, ils me disent non, c'est pas nous, on comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire, le discours habituel, quoi. Parce que des éleveurs comme moi, j'en connais aujourd'hui 15-20. Il y en a qui ont eu les mêmes problèmes. Bien sûr, dans tous les départements français. On n'est pas les seuls aujourd'hui, quoi. Incroyable. Christina Pluchet, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes sénatrice de l'Eure et vous êtes vous-même agricultrice. Alors qu'est-ce qui se passe de ce point de vue? Est-ce que vous voyez un peu peut-être le tableau, et d'ailleurs même au niveau national, ces problèmes sont là. Qu'est-ce que vous avez constaté vous-même? Écoutez, je crois que ça c'est un sujet qui date pas d'hier. C'est clair. Ça fait 30 ans qu'il y a différents cas. Là aujourd'hui ce sont sur des chèvres. Mais Parce que les éoliennes ça a commencé il y a 30 ans. Pas 30 ans quand même, moins que ça. Il y a eu des premiers mâts, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est un sujet, en tout cas, sur l'électromagnétisme, en fait, aujourd'hui. D'accord. Mais c'est vrai que, en tout cas, ces dernières années, toutes ces énergies renouvelables se sont développées de façon verticale, de façon complètement anarchique, dans la ruralité, exclusivement. Et sans prendre compte, effectivement, sans tenir compte des effets, effectivement, donc, sur l'élevage de l'électromagnétisme. Aujourd'hui. Alors il y a eu quelques études qui ont été faites dans ce sens-là et qui mettent en avant le fait qu'il y a un problème sur la santé animale, mais qui disent aussi qu'il faut approfondir les recherches. Voilà. Donc, il n'y a pas eu jusqu'à présent une étude qui a montré le lien, je dirais une corrélation entre effectivement le mal-être animal, enfin ce qui se passe ou la mort d'un chèvre ou autre,
et la présence d'éoliennes à proximité. Non, on voit effectivement le nombre de cas, en tout cas, augmente. Enfin, le nombre de problématiques qu'on a dans les élevages augmente depuis que ce développement se fait de façon complètement anarchique. Vous voyez, on ne prend pas en compte aujourd'hui, effectivement, dans les études environnementales, de la présence d'élevage. On rapproche de plus en plus les mâts, si vous voulez, aussi des maisons. Enfin, tout ça est un réel problème. C'est pour ça que moi, je me suis permis tout de suite, parce que j'ai été sollicitée par votre fille, voilà, et puis sensibilisée forcément par cette problématique, parce que je suis agricultrice aussi avec mon mari. Donc, je suis montée au créneau, je me suis un petit peu penchée sur le sujet, et j'ai écrit à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui j'en suis sûre sera très réceptive, pour lui demander effectivement d'approfondir aujourd'hui. Les experts le disent eux-mêmes, d'approfondir les études, mais aussi d'avoir des études qui soient faites par des gens qui soient indépendants. Voilà. Il vaut mieux, c'est clair. Mais ça, c'est un vrai sujet aussi. Hein. Il faut qu'il soit libre de toute pression extérieure, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et d'un certain nombre de lobbies, d'ailleurs, dans tous les domaines, qui fonctionnent avec beaucoup d'efficacité. Exactement. Mais dites-moi, l'agriculteur que vous êtes, Jean-Philippe Bourgois, est-ce que vous avez vu avec d'autres agriculteurs, est-ce qu'il y a eu quand même une concertation pour se dire, écoutez, posons le problème, que vous ne soyez pas seul à poser le problème, enfin, et que les agriculteurs en France, bon, on ne va pas parler du problème de l'agriculture en France, on sait ce qui se passe et on sait, et d'ailleurs de façon, à titre personnel, enfin, je trouve hallucinant que la France, qui est un des plus grands pays agricoles du monde, soit obligée d'importer la moitié de... Hein, bon, on ne va pas revenir là-dessus, parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus, mais est-ce qu'il y a eu une concertation avec d'autres agriculteurs? Donc on a téléphoné à pas mal d'agriculteurs pour avoir leur avis. Oui. Certains, à chaque fois qu'ils ont voulu, on va dire, attaquer les éoliennes, c'est des procédures qui durent 8, 10, 12, 13 ans, vous voyez ce que je veux dire? Donc, très compliqué, très cher, sachant qu'on perd de l'argent tous les jours. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans ce débat-là parce que j'ai pas le temps et puis moralement c'est très compliqué. J'ai déjà essayé de résoudre le problème. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, nous, par exemple, on a, avant de communiquer, vous voyez, par exemple avec vous, on a d'abord essayé de résoudre le problème depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'un jour, il y a une personne âgée qui m'a dit, mais tu devrais mettre des bassines d'eau au lieu d'utiliser l'abreuvoir, mettre des bassines d'eau et mettre de la menthe dans l'eau. Un truc complètement fou. Alors pourquoi la menthe? Vous voyez, si moi je vous donne un verre avec du chlore ou de la javel, monsieur, vous n'allez pas trop aimer. Et donc si je vous mets une petite goutte de citron, l'eau va tout de suite mieux passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et la chèvre là, elle, dans sa mémoire, elle a toujours pensé, ça fait 6 mois qu'elle pense qu'elle se prend un petit coup de jus quand elle boit de l'eau. Donc elle voulait plus boire d'eau. Et donc on a mis une bassine d'eau avec que de l'eau, puis une bassine d'eau avec un petit peu de menthe. Elles se sont remis à consommer de l'eau. Et donc aujourd'hui, les chèvres sont passés de 2,8 litres d'eau à 9,7 litres d'eau, et donc elles refont du lait. Donc maintenant que ça va mieux, mais j'ai pas résolu mon problème, j'ai toujours du courant vagabond dans mes abreuvoirs, mais j'ai résolu mon problème, donc j'ai dit maintenant je vais communiquer. Et il y a plein d'agriculteurs qui me disent merci Jean-Philippe, parce que tu essaies de faire bouger les choses. Eux, ils n'en peuvent plus, parce que vous voyez ce que je veux dire. Vous avez essayé d'avoir... C'est-à-dire qu'en fait, vous n'utilisez plus les abreuvoirs, vous faites vous utilisez des bassines. Et on remplit de l'eau dans les bassines, comme vous arrosiez votre jardin avec un jet d'eau, vous voyez, exactement pareil. Ça veut dire que l'eau du réseau n'est plus en contact avec l'eau de la bassine. Et alors, par contre, c'est une grosse contrainte parce que on remplit 5-6 fois par jour, quoi. Bien sûr. Oui, toutes les bassines partout, quoi. Avec de la menthe. Alors, on a eu la chance aussi dans cette belle histoire, enfin, dans cette histoire un peu dramatique, mais dans cette histoire, c'est qu'on a une usine du Havre à qui j'ai téléphoné qui m'a dit, ah bah, monsieur, pourquoi on va vous aider, on va vous donner une palette de menthe. Ils m'ont donné une palette de menthe. Et là, demain, il arrive une deuxième palette de menthe pour nous aider à alimenter nos chèvres. Voyez, comme quoi, ça, c'est formidable, ce que vous êtes en train de dire, parce que quand on essaie de voir, quand on essaie d'innover, quand on essaie en tout cas de se bagarrer et de trouver des solutions, vous voyez, il faut inventer, on tourne et on a des chemins de traverse. Mais madame la sénatrice, quand même, Christina, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette espèce de laisser-faire? On dit oui, il y a des problèmes, mais bon, écoutez, on continue comme avant. Regardez le budget qui va être alloué aux éoliennes et aux énergies renouvelables, alors qu'on sait aujourd'hui, et vous l'avez dit hors antenne, quel est aujourd'hui le taux de pollution des autres énergies, y compris le nucléaire et autres. Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu d'idéologie qui s'installe, parfois même au sein de nos ministères, faut le dire. Oui, faut le dire. Ce qui pose vraiment problème, parce que beaucoup de choix aujourd'hui politiques sont souvent faits sans étude d'impact. Là, on a le cas, vous voyez, sur ce problème d'élevage qu'on a aujourd'hui de Monsieur Bourgois.
c'est en quelque sorte peut-être une alerte. Vous savez, les animaux ont des récepteurs sensoriels qui sont hyper développés, beaucoup plus développés que nous, 10 à 20 fois plus développés. Donc, vous voyez, ce développement qui n'est pas mesuré, je pense qu'il peut aussi avoir un impact aussi sur la santé. Parce que s'il y a un problème sur la santé animale, c'est pas sans conséquence sur la santé humaine, de toute évidence. C'est évident. Hein, nous, on perçoit les choses de façon moindre. Mais non, je pense que tout ça, c'est une forme d'idéologie assez dangereuse aujourd'hui, coûteuse, effectivement, alors même qu'on n'a pas de complexe à avoir. Aujourd'hui, on a un mixte électrique qui était à 95% décarboné. J'ai envie de vous dire, une pause s'impose là-dessus, surtout qu'effectivement, vous connaissez comme moi la situation financière de l'État, donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de flécher l'argent public là où il y a des priorités. Ouais. Hein, la sécurité, la justice, l'école, la santé, ça ce sont vraiment des priorités aujourd'hui. Et sur les énergies renouvelables, une pause s'impose. Certes, une pause s'impose, mais je crois que vraiment, peut-être qu'il faut encore aller faire... Personnellement, il faut aller encore un peu plus loin parce qu'il n'y a pas que les bêtes qui sont touchées par ces énergies renouvelables. Quand on voit que du point de vue de l'électricité, le prix étant celui qu'il est, qui a quadruplé encore, et pourquoi, bon, on va pas revenir là-dessus, mais surtout, on voit très très bien que quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil, on fait quoi? Eh ben, on arrête tout et on fournit en gaz et en pétrole. C'est ce qui est ça, le n'importe quoi. Donc, faut poser la question au fond, et il faut arrêter, moi je crois, vraiment le délire. Et quand vous revenez à ça, je crois que avec vos agriculteurs, vous voyez ce que vous avez fait avec la bassine d'eau de menthe, voilà une initiative formidable, mais après ça, que les agriculteurs, j'espère, mettent dans leur... poser la question. Mais vraiment poser la question, vous savez, je veux pas vous donner, l'union fait la force, il y a que ça qui joue aujourd'hui, la pression qui joue aujourd'hui. Et vous allez faire une campagne auprès du Sénat, de vos collègues, etc. là-dessus. Écoutez, oui, à l'heure du budget, oui, moi j'essaie en tout cas d'ouvrir les yeux à un certain nombre de parlementaires sur cette problématique. Voilà, puis il y a eu aussi un rapport assez alarmant aujourd'hui pour appuyer aujourd'hui nos propos. C'est un rapport d'EDF qui vient de mettre en avant, c'était en février, c'est resté un peu sous silence, mais le fait qu'aujourd'hui toute cette injection dans notre réseau électrique, vous savez, d'énergie renouvelable, impose à notre réseau beaucoup de variations. Et donc ça induit un problème effectivement donc de sécurité électrique et de fonctionnement aussi. Aujourd'hui, une centrale nucléaire, vous voyez, on est obligé, elle ne fonctionne plus à 100% de leur capacité parce qu'il y a un excédent d'énergie renouvelable, ce qui fait qu'elles sont obligées de faire du start and stop en permanence. Non, mais on les ferme de temps en temps pour laisser fonctionner les énergies renouvelables. Sauf qu'aujourd'hui, c'est problématique, même en termes de sûreté nucléaire à terme. Et donc, vous voyez, l'idéologie va... contrecarre va au-delà effectivement de cette problématique, en tout cas n'en tient pas compte et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il faut ouvrir les yeux. Tue les chèvres et l'idéologie fragmente les humains, ce qui est aussi important. Alors pour le moment, pour finir, juste Jean-Philippe Bourgois, vous attendez quoi en fait, soit du gouvernement, soit des autorités, vous attendez quoi? Alors, vous voyez, par rapport à ce message, c'est aussi nous, on attend, en passant sur des radios, c'est aussi d'informer les jeunes agriculteurs d'être vigilants, parce qu'il y a beaucoup de jeunes s'installent sans savoir ces problèmes-là. Et ça, c'est hyper important de leur dire, attention, ça peut arriver. Vous voyez, il y a même des agriculteurs qui mettent une éolienne sur le terrain par raison financière, vous voyez ce que je veux dire, pour financer le remboursement, sans savoir les dangers. Donc ça, c'est important. Bon, au-delà de ça, j'aimerais bien que les politiques prennent conscience et approfondissent les études. Et puis, dernier point, que là, par rapport à mon cas, que les deux sociétés d'éoliennes viennent constater et raisonnablement disent, OK, on arrête, on regarde. Et on va voir si c'est nous ou si c'est pas nous. Et qu'ils acceptent. Et ils ont peur en fin de compte, parce qu'ils se disent si jamais c'est nous, et ça peut faire jurisprudence. Et là, ça fait peur à tout le monde, quoi. Et oui, ça fera jurisprudence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, pour l'instant, il n'y a personne qui a gagné à cause de ça. Écoutez, on va suivre et vous nous tiendrez au courant en tout cas, mais vous voyez, ça vaut la peine de communiquer de temps en temps. Merci Jean-Philippe Bourgois et merci Christina Pluchet. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. André,
Vous souvenez-vous du vent à la française? Ah, le vent à la Il vous française, a c'est mon marqué, vent hein. préféré. Bon, on reste dans le thème du sujet précédent, n'est-ce pas? À l'occasion de la fête des pères cette semaine et toute la journée, dans chaque émission sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque leventalafrançaise.com. Finition dorée, confectionnée à la main en France. Pour participer, c'est simple, vous appelez le 0826 300 300. L'un de vous sera choisi au tirage au sort et nous annoncerons le gagnant durant l'émission. Restez bien à l'écoute de Sud Radio, à vous de jouer. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera. J'aurai ta peau, tu périras. Il s'appelait Benoît. Il se serait fait voler sa casquette quelques jours avant le drame. Quel drame? Eh bien, le jeune homme avait réussi à trouver son voleur, qui lui aurait fixé un rendez-vous dans une rue de Dax. Oui, il s'agit de Dax, la ville de Dax dans les Landes. Et le voleur lui a fixé un rendez-vous. Et quand il est arrivé, Benoît, sur le rendez-vous, le suspect, déjà connu des services de police, a sorti un couteau et a asséné 5 coups à Benoît en pleine poitrine. Voilà, il est mort, Benoît, il est mort, donc il avait 18 ans, et son père a parlé au moment d'un moment de rendre un dernier hommage à Benoît devant 600 personnes. Et voici, c'est un discours que l'on entend assez peu. Vous voyez, c'est pas un discours de « vous n'aurez pas ma haine », c'est pas un discours de Imagine de John Lennon, c'est pas de petites bougies, c'est pas des petites fleurs, c'est pas toutes des marches blanches et puis s'en vont. Écoutez le père de Benoît. Je dis ce que je pense, de toute façon. Je l'ai toujours fait comme ça dans ma vie. Et j'assume. Le tuer, l'enterrer dans un champ comme un animal sauvage. Qu'arrive-vous pas? Il n'ouvre rien, ce type-là. C'est un lâche. Comme je disais à Benoît, quand on échange, indifférent, on le fait avec les mains nues, comme un homme. C'est ça, les hommes courageux. Et Benoît était courageux. Les types qui se battent avec un couteau, une arme à feu, une arme blanche, pour moi, ce sont des lâches. Ils ne valent rien. C'est des moins que rien. Ils ne devraient même pas naître. On devrait stériliser leur mère, ces gens-là. Et s'ils vivent en vie, on devrait les tuer sur le champ. Pourtant, je n'appelle pas la haine du tout. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Au contraire. J'espère juste de croiser ses complices, ou de le meurtrier. Parce que j'ai leur tête, j'ai leurs photos. Si j'ai le malheur de les croiser, croyez-moi, je vais leur faire la misère. La misère, je vais leur faire. Donc en France, on accueille les réfugiés, ils sont hébergés, nourris, et après ils tuent nos enfants. Voilà. Donc c'est la France d'aujourd'hui. J'espère qu'elle changera un jour. Parce que ça ne peut plus durer, ça. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Aujourd'hui, il allait avoir 18 ans et se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Il a fallu qu'une racaille de merde vienne lui enlever la vie. Voilà, écoutez, un père qui parle. On se rappelle de Patrick Jardin. Après le Bataclan, sa fille était morte dans la fusillade, dans le massacre du Bataclan. Voilà, oui. Alors on dit, oui, ah là là, ils sont violents, mais non, ils devraient comprendre, accepter. Ça ne le fera pas revenir, ça ne la fera pas revenir. Eh ben non. Il y a des personnes, vous savez... il faut le dire, et juste je voudrais ajouter ceci, vous savez que ce matin, hier, un collégien a blessé gravement une surveillante au couteau, les élèves ont été confinés, cette surveillante, eh bien, elle est morte là, il y a 1 heure, voilà, massacrée, encore une fois, à coups de couteau, parce que les gendarmes étaient venus aux abords du collège pour fouiller, eh bien voilà, elle est morte, elle avait 31 ans, cette surveillante, et je rappellerai simplement ce qu'a dit dans une interview
interview, le président de la République, Emmanuel Macron, il l'a dit aujourd'hui en France. Certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher, donc brainwasher, c'est-à-dire se laver le cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Les derniers faits divers, évidemment, c'est beaucoup plus important, évidemment, de s'occuper des océans, des profondeurs marines, du corail et de tout cela, monsieur le président. Le reste, c'est des faits divers, qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, ils se sont trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Écoutez, no comment, mais dites-nous toujours ce que vous en pensez. C'est intéressant, non? Alors, sécurité ou sentiment d'insécurité? Vous vous rappelez le célèbre Éric Dupond-Moretti, quand il était garde des Sceaux, j'ai écouté de quoi vous parlez. Eh bien justement, on va parler un peu de cela avec Thibault de Montbrial. Bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure qui vient de fêter ses 10 ans. Donc l'âge de la maturité pour un centre. Et justement, on va en parler. Et ça devient, vous savez, des fois on a l'impression de se dire, mais ça suffit parce que nous, bon, c'est la radio, c'est l'émission, etc. On parle notamment de l'actualité, mais surtout on parle de ce qui est devenu, je ne sais pas si on l'appelait fait divers, fait de société, mais c'est totalement au-delà de ça. C'est devenu une dimension quotidienne. Ce matin, un élève a été arrêté après avoir poignardé une surveillante avec un couteau pendant une fouille des sacs menée par les gendarmes aux abords du collège Françoise Dolto à Nogent, en Haute-Marne. Donc, fouille des sacs, couteau, il a eu le temps, l'élève, de poignarder la surveillante. Elle était âgée de 31 ans. Elle s'appelait Mélanie parce qu'elle vient de mourir. Là, on a appris de la suite de ses blessures dans la matinée. Et on ne va pas parler justement de Benoît, dont le père a dit ce qu'il pensait. Vous avez écouté ça il y a quelques minutes. Benoît aussi, lardé de coups de couteau. Le couteau devient vraiment l'arme incontournable, apparemment. Et Thibault de Montbrial, au-delà de tout ça, et on pourrait appeler depuis la France Orange Mécanique, depuis des années, et peut-être depuis et même avant que vous ayez fondé ce centre, bon, il y a toujours eu des meurtres, il y a toujours eu des agressions. La violence, c'est pas il y a 3000 ans, on va pas dater cela. Mais cette insécurité aujourd'hui, elle a quand même elle est qualitativement différente, je crois. D'abord, vous me permettrez de dire mon émotion pour la mort de cette jeune femme, 31 ans, Mélanie. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement et on en est là. On en est là, André Berkoff. Alors, bien sûr, il faut essayer dans l'analyse de prendre de la hauteur, mais il faut jamais oublier que quand on parle de toutes ces agressions, de toute cette violence, ça concerne la somme de destins individuels. Et de familles. De destins individuels et de familles, de gens qui sont meurtris dans leur chair ou qui sont tués avec tous les dégâts, le désastre familial que cela représente. Alors, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'il s'agit de faits divers, comme notre président de la République a encore estimé devoir le dire ce week-end, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plus grave ? C'est évidemment quelque chose de plus grave. Il y a une tendance qui date il y a 10-15 ans, avec une augmentation de plus en plus rapide. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui en France des faits de violence toujours plus graves, de plus haute intensité, pour des motifs toujours plus futiles. C'est-à-dire que la violence commence plus tôt et elle est plus aiguë. Songez que les chiffres du ministère de l'Intérieur sur l'année 2024 nous indiquent qu'il y a eu 10 400 attaques au couteau. Je vous ai fait le calcul, ça fait 28 attaques par jour. 28 attaques par jour dans notre pays. Ces dernières 48 heures, il y a eu plusieurs attaques au couteau. Il y a un joueur de football professionnel de Montpellier qui a été attaqué au couteau pendant ses vacances. Il y a l'adjoint d'un maire. Vous voyez, c'est terrible. Je ne me souviens même plus où. Tellement ça arrive régulièrement. C'est fréquent. Oui. Donc, là où je veux en venir, André Berkoff, c'est que c'est une erreur considérable d'analyse de restreindre ces actes à des faits divers. Pourquoi ? Parce que vous y avez fait allusion dans votre question, la violence, elle est consubstantielle à l'homme, et dans toute société, il y aura toujours un reliquat de violence. C'est ce qu'on appelle les faits divers. Donc, il faut tout faire à la fois sur le plan culturel et sur le plan sécuritaire pour minimiser au maximum ces éruptions de violence, mais on n'aura évidemment jamais une société zéro violence. Par contre,
ce qu'on est en train de devenir, et en réalité ce qu'on est déjà devenu, j'ai été un des premiers à utiliser le terme d'ensauvagement et celui de sud-américanisation depuis 4 ou 5 ans. Nous sommes en train de devenir une société où la violence devient le mode de régulation du conflit, devient le mode de l'expression de la frustration. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, pour un regard, pour une queue de poisson en voiture, je tue. Alors c'est plus vicieux que ça. C'est pas je tue, c'est je commets un acte de violence dont le résultat m'indiffère. Et je peux aller jusqu'à tuer. Parce que si vous prenez les travaux de Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre absolument remarquable, qui est expert judiciaire et qui a expertisé des centaines de jeunes mineurs auteurs d'actes tels que celui commis ce matin à Nogent. Eh bien, il a toujours le même diagnostic qui est fascinant, c'est l'indifférence totale des agresseurs aux sœurs de leurs victimes. C'est-à-dire que il y a les règlements de compte entre narcotrafiquants, etc. Ça, c'est autre chose. Ça augmente aussi. Parce que la faiblesse de l'État fait que tous ces trafics avec augmentent. La violence y afférente. Bien sûr. Ça, on peut en parler, on va sans doute en parler. C'est une vraie violence, mais au moins, pour néfaste qu'elle soit, elle a une raison. Mais là, on parle de jeunes qui, pour plein de raisons, parce qu'ils n'ont pas le langage, parce que ils sont livrés à eux-mêmes, parce que leurs parents ont démissionné, parce que l'école ne peut pas tout faire, parce qu'ils n'ont même pas les mots. Parce qu'ils n'ont pas les mots. Ils ne pensent pas. C'est ce que je viens de dire. C'est quand on est, on sait que quand on n'arrive pas à trouver les mots, eh bien forcément la pulsion s'exprime autrement. Donc nous sommes une société qui est déjà très fracturée, y compris sur le plan ethnique et religieux, ce qui n'est pas neutre. Et cette explosion de violence est extrêmement mauvais signe parce que la traiter comme des faits divers, Elisabeth Borne a dit la même chose l'autre jour, traiter ça comme des faits divers sous-entendus un peu inévitables, c'est commettre une très lourde erreur, parce que nous avons affaire à un phénomène qui est structurel, à un véritable fait de société, et ce fait de société ne peut conduire qu'à des choses catastrophiques s'il n'est pas pris pour ce qu'il est. Mais alors justement, parlons de cette espèce d'erreur, je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est erreur de focale et erreur d'optique. Ce qui est quand même étonnant, c'est que, juste une question qui est subsidiaire par rapport à ça, Maurice Berger, dont on vient de parler, et je l'avais reçu un entretien, il disait, mais même la police est considérée comme un clan qu'il faut démolir. Mais alors, il y a à ce point plus d'autorité et d'incarnation de l'autorité dans ce pays, tous les piliers de l'autorité se sont effondrés les uns après les autres, que la police, dont la fonction sociale essentielle dans un État, et non seulement de protéger, mais est de se voir attribuer le monopole de la force, bien sûr, pour réguler les conflits et amener à la justice les gens qui s'opposent à elle et qui commettent des infractions. Et aujourd'hui, il n'y a tellement plus de représentation de ce qu'est l'autorité de l'État que, effectivement, les jeunes délinquants en particulier, mais pas seulement, c'est aussi le cas des narcotrafiquants, c'est aussi le cas des islamistes, etc. C'est le cas en réalité de tous ceux qui s'opposent à l'État. Tous les manifestants qui disent tuer la police, tuer la police. Et bien sûr, j'allais y venir, aux hordes de la France insoumise qui multiplient les slogans, soit antisémites, soit contre la police, et qui visent, là encore, qui ont un agenda politique qui vise à fracturer le pays. Mais donc, tous ces... aux yeux de tous ces gens qui constatent la faiblesse de l'État et qui l'exploitent chacun à des fins particulières, les trafiquants de drogue pour réguler leur trafic, les islamistes pour affaiblir l'État, pour finalement un jour arriver à la charia, etc. Et donc les jeunes délinquants, parce que ils n'ont plus aucune conscience de ce que sont les limites, les barrières, les règles à respecter, eh bien considèrent que la police est une force adverse, un clan adverse, qui est là pour empêcher encore une fois, pour empêcher que chacun exprime sa toute puissance, notamment par la violence. Et il n'y a donc absolument plus aucun respect intrinsèque qui est plaqué sur la police par ces délinquants, d'où les violences commises contre les policiers. Je rappelle quand même un chiffre qu'on dit très peu, c'est que, alors c'est un chiffre qui date de juste avant le Covid, 2019, oui, 2019, oui. 26%, donc un quart, des violences volontaires en France étaient commises contre des policiers ou des gendarmes. Un quart. Oui, plus d'un quart. Un quart. Incroyable.
Alors, et là, il y a évidemment, se pose la question, on va en parler juste après cette petite pause, mais pourquoi on en est arrivé à ce stade, et surtout pourquoi ils se disent on peut y aller, open bar, pas de problème, maison de passe, tout est ouvert. On va parler de l'impunité. Parce qu'il faut parler de l'impunité. Donc on en parle avec Thibaut de Montbrial, tout de suite après cette petite pause. Restez avec nous. Et si vous avez des questions, 0826 300 300, 0826 300 300, sur cet état d'insécurité, quand je pense que certains parlaient de sentiment. Petite parenthèse heureuse quand même, André. Pour Christine du Val d'Oise qui vient de remporter le bracelet de la marque. De la marque Vent à la française. Bravo. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. On va pas les énumérer, Mélanie, Benoît, Lola, on va pas les énumérer, cette espèce d'inventaire macabre de ce qui se passe dans ce pays. Vous voyez, d'un côté, on parlait du pèlerinage de Chartres où c'était extraordinaire, de bonté et de ferveur. Et puis on parle, voilà, du quotidien. Et ce quotidien, il est là. Justement, Thibaut de Montbrial, il y a quelque chose qui est là. Est-ce que ça n'a pas été tout ce que vous décrivez, tout ce qu'on connaît, et puis les chiffres que vous avez ajoutés, c'est très important de les redire. Est-ce qu'il y a pourquoi, face à ça, et c'est à l'avocat aussi que je m'adresse, pourquoi il y a cette espèce d'impunité qui nous apparaît de l'extérieur illimitée? Moi, j'y vois deux raisons. La première qui tient aux politiques et la deuxième qui tient aux magistrats. Sur les politiques, le résultat, là, on est en train d'avoir la facture qui arrive. En fait, on a toutes les factures parce qu'en même temps, on a la facture budgétaire. Ce qui fait que même si on voulait reprendre la main, on aurait beaucoup de mal compte tenu de l'effondrement des moyens dont l'État dispose. Mais là, on a aussi la facture des 40 dernières années, à quelques exceptions de près, de lâcheté, de renoncement. C'est-à-dire qu'on a petit à petit enlevé le cadre, enlevé les barrières, enlevé les notions de bien et de mal au sens le plus large. Oui, et donc, face à tous ces renoncements, on a une espèce d'immense glacis de nihilisme, il n'y a plus rien. Mais renoncement, dites-moi, lâcheté juste, vous les fréquentez, vous les connaissez, moi aussi. Lâcheté à ce point, pourquoi? Renoncement à ce point, pourquoi? Mais c'est très difficile à dire. Je pense qu'il faut dissocier les erreurs initiales des années 80-90 de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand vous parlez aujourd'hui avec la plupart des politiques, ils sont parfaitement conscients de ce qui se passe et en privé, ils sont tout aussi alarmistes. Quelqu'un comme Bruno Retailleau, par exemple, le ministre de l'Intérieur, a l'immense mérite d'avoir continué à dire, en étant aux affaires, ce qu'il disait avant comme président du groupe LR au Sénat. Il n'a pas changé de... Il n'a pas changé, il n'a pas essayé de minorer, de relativiser, etc. Et par la voie réglementaire, il a fait un tas de choses qui vont dans le bon sens, même si l'absence de majorité à l'Assemblée le prive de la faculté de faire plus. Mais pour en revenir à votre question, les politiques aujourd'hui sont tétanisés parce que chacun sent bien que pour reprendre la main, il va falloir taper du poing sur la table. Moi, je théorise ça depuis longtemps, j'appelle ça le choc d'autorité. Il faut rétablir un choc d'autorité, et on sait qu'au début, ça ne va pas bien se passer. Pourquoi? Parce qu'on est dans la situation qui est exactement la même de celle que de dire à un enfant qui a été élevé sans qu'on gère sa frustration, tout à coup, maintenant, on pose des règles et on les pose des règles strictes. Et au début, il va donc avoir tendance à s'y opposer. Et c'est exactement ce qui va se passer. Oui. Donc, à un moment donné, alors, il va y avoir, non mais j'y arrive. Il va y avoir de la violence. Bien sûr. Il y en a déjà. Mais il va y avoir une violence qui va être exercée par l'État. Ça va être le rétablissement de la plénitude de la force légitime. Il le faut. Quand je dis s'il va y avoir, j'espère qu'il va y avoir. Parce que c'est la seule voie de salut. Et la plupart des politiques ne veulent pas être les acteurs d'une séquence qui va être terrible. Mais pourquoi c'est de la lâcheté? Parce que l'inaction n'empêchera pas la violence d'arriver. On la voit qui grandit tous les jours. Le déshonneur et la guerre. Le déshonneur et la guerre, c'est exactement ça. Et alors les juges, puisque je vous disais, il y a les politiques et les juges. Attendez, juste un mot sur les politiques, quand même, c'est intéressant. Pourquoi? Alors vous allez me dire, oui, la comparaison n'est pas raison, l'Amérique n'est pas la France. Regardez ce qui se passe à Los Angeles. A-t-on raison
Donald Trump dit, attendez, il y a un vrai problème là-bas à Los Angeles, à Californie en général, Los Angeles en particulier, et regardez ce qui se passe depuis 3 jours, il dit, c'est presque la guerre civile, etc. Il n'empêche qu'il a fait donner la garde nationale, il a fait donner, voilà. Non mais je dis pas qu'il faut faire ça. Non, ce qu'il faut, enfin, en fait, il y a une seconde là-dessus. Donald Trump est en réalité dans une bataille politique contre le gouverneur de la Californie, qui est un démocrate, qui est très à gauche, qui a depuis plusieurs années promu une politique pro-migrants. Et c'est en réalité une surréaction de Donald Trump, dont les tribunaux diront d'ailleurs si elle est constitutionnelle, parce qu'il y a un sujet qui aboutit à... Non, mais c'est pour ça. Parce que là, je pense, moi, comme bon connaisseur de ces questions, que la situation tactique à Los Angeles ne nécessitait pas l'intervention de l'armée. Mais c'est une décision politique, et parce que aussi le gouverneur de Californie a modéré les instructions données à la police, parce qu'en réalité, il est plutôt d'accord avec les émeutiers. Donc en fait, c'est ça la situation. C'est ça qui est. Donc c'est un combat qui est plus politique. Non, mais moi je citais, c'est juste cet exemple pour vous dire qu'à un moment donné, bien sûr que le choc d'autorité, je dis pas qu'il a raison ou pas, va engendrer la violence. Oui, mais c'est pour ça que moi j'ai tout un tas de choses que je pense que par une utilisation de la loi de 1955 sur l'état d'urgence et en faisant des états d'urgence locaux, ce qui est prévu par la loi, ce qui a d'ailleurs été utilisé par Nicolas Sarkozy lors des émeutes de 2005, sur les sites, on peut faire un véritable nettoyage des quartiers avec un bouclage. Vous dites que c'est faisable. Je pense que c'est faisable à condition d'assumer l'usage de la force qui va nécessairement être une des étapes de ces actions. Mais j'attire votre attention, André Berkoff, c'est le devoir de l'État de protéger les plus faibles. Et qui sont les premières victimes de cette situation insupportable? Ce sont les populations les plus défavorisées. Lorsqu'il y a un effondrement sécuritaire dans un État comme on est en train de le vivre, c'est pas les ultra riches qui vont être... Les plus riches arriveront toujours. Il y aura des accidents, mais ils arriveront toujours à avoir des vigiles, des gardes armés, et des miradors et des caméras. Donc ce sont les plus faibles. Et l'État doit aux plus faibles la même protection qu'aux gens qui ont des moyens. J'en viens maintenant aux magistrats, si vous voulez bien. Après, on est parlé des politiques, mais tout ça, il y a évidemment un sujet bouillonnant et passionnant. Oui, il y a de quoi faire. Sur les magistrats, la doctrine de la magistrature française, qui est actuelle, contemporaine, elle s'est fondée dans les années 70 avec Bourdieu, Derrida, des sociologues très à gauche qui considèrent que la responsabilité sociale prime sur la responsabilité individuelle, pour faire court. Et la justice n'a pas adapté sa façon de procéder à l'augmentation de la violence dans la société et à l'augmentation des fractures. Aujourd'hui, pour faire très court, on est dans une logique qui consiste à d'abord être dans la bienveillance, donner une première chance, une deuxième chance, une troisième chance. Mais on a en face une population délinquante qui considère, de son point de vue, cette bienveillance comme de la faiblesse. Et donc ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, à rebours de tout ce qui a été le dogme français en matière de justice, eh bien... Je suis depuis quelques années avec Béatrice Brugère, par exemple, cette magistrate qui est également membre de mon centre de réflexion sur la sécurité intérieure, favorable à des peines de prison très courtes pour les primo-délinquants violents. Pourquoi ? Le but n'est pas d'être excessif. Le but, c'est que le délinquant sente qu'il y a une réponse de l'État. Le délinquant qui ressort avec du sursis, avec des avertissements, etc. On peut justifier ça tant qu'on veut dans des colloques au centre de Paris, dans les universités. La réalité, c'est que le délinquant, il pense que dans ces cas-là, il n'a rien eu. Donc, il faut, notamment pour les actes physiques, pour la violence physique, il faut une réponse qui contraigne. Il faut qu'il y ait une contrainte. Eh bien, la meilleure des réponses, vous l'avez eue le lendemain de la Coupe du Monde, de la Coupe des Champions, pardon. On a vu tous ceux qui ont été convoqués en comparution immédiate, sursis, 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 et encore sursis. Donc voilà, c'est la doctrine. Donc pour finir sur la magistrature, après je vous dirai un mot sur ce qui s'est passé ce week-end-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, à mon avis, comme il fallait. Mais le week-end du sacre du PSG. Mais
Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut, si vous voulez, il y a 30% de magistrats qui sont très à gauche. Mais il y en a 70% qui sont pas... du syndicat de la magistrature. Oui, syndicat de la magistrature, qui prend des positions qui, à mon avis, sont anticonstitutionnelles de la part d'un syndicat. Ah, vous pensez que c'est... Ah oui, vous allez jusque-là. Ah bah bien sûr. Quand on voit un syndicat qui encourage les émeutiers, qui donne des conseils pour échapper à la police, etc., avec des fascicules, ça, ce sont des choses qui, pour moi, font partie de comportements qui devraient être interdit de la part d'un magistrat. Et je vous parle pas du mur des cons parce que ça remonte à longtemps, mais je suis pas sûr que dans leur esprit ce soit aussi loin. Mais il y a 70% de magistrats pour autant qui sont pas des magistrats très à gauche. Et quand vous parlez avec eux, ils sont de bonne foi, ils essayent, etc. Mais le changement de logiciel n'a pas eu lieu dans la magistrature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à des primo-délinquants violents, je pense que la justice doit cogner. Elle ne doit pas cogner de façon aveugle, elle doit cogner intelligemment. Bien sûr qu'il faut adjoindre un accompagnement éducatif, mais aujourd'hui, dans la justice des mineurs, c'est l'éducatif qui prime sur la sanction. Je pense qu'il faut inverser ça. Il y a tout un tas de mesures techniques dont je vous fais grâce, sauf si vous voulez que je rentre dans le catalogue, mais il y a des choses qu'il faut mettre en œuvre. Alors, comment avoir ce changement d'état d'esprit? Parce que c'est bien ça, comme vous le savez, les magistrats, ils sont pas plus bêtes que d'autres, au contraire, ils savent ce qui se passe, mais comment le changement de logiciel peut avoir lieu? On ne veut pas revenir aux politiques, mais on en reparlera. Mais parce qu'il faut construire des places de prison. Oui, mais attendez. Une phrase. Il faut des places de prison à sécurité différenciée. Alors Gérald Darmanin, enfin, s'est emparé de cette idée qui est sur la table, notamment au CRSI depuis des années. Mais il faut des places de prison pour les mineurs, y compris pour des peines de 10-15 jours. Oui, mais attendez. Je vais vous répondre juste avant la pause. Maurice Berger, le même Maurice Berger en a parlé. Oui. Les centres de rétention pour mineurs aujourd'hui sont remplis à 60%. Il y a 40% de places vides. Oui. Maurice Berger dixit. Donc on ne me dise pas que pour les mineurs on ne peut rien faire. Oui, mais pour les mineurs, les mineurs délinquants. Oui, mais moi je pense que pour les mineurs. Dites-moi pourquoi on ne fait pas, les 40% ne sont pas pleins. Pourquoi 100% ne sont pas pleins? Alors je pense qu'ils sont plus pleins qu'à l'époque ou plus pleins qu'à l'époque où Maurice Berger. Il l'a dit il y a quelques mois. Je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il faut il y ait plus de gens en prison en France. La population a augmenté de 15 millions de personnes depuis 30 ans. Le bassin, le nombre de prisons par habitant est dans les plus faibles des pays occidentaux. Donc, il faut et les prisons ne coûtent pas toujours le plus cher. On n'a pas besoin de prisons de haute sécurité en plus. On a besoin de prisons pour les gens qui commettent des actes socialement graves, mais qui ne sont pas des gens dangereux pour les autres. Et donc, en gros, il faut monter, je pense, à 100 000 places de prison. C'est pas la seule chose, mais c'est une chose qui est préalable pour mettre en place un vrai programme de reprise en main judiciaire. Sinon, on ne peut rien faire, vous avez tout à fait raison. On se retrouve avec Thibaut de Montbrial tout de suite après cette petite pause. 0826 300 300. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. La sécurité, la violence, l'impunité, la lâcheté, la veulerie, tout ça, c'est dans ce cocktail un peu explosif dont on parle aujourd'hui avec Thibaut de Montbrial, avocat, et effectivement ce centre de réflexion sur la sécurité, voilà. Je sais pas, non, nous n'avons pas pour le moment d'auditeurs, mais Thibaut de Montbrial, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui est quand même un peu la ligne rouge de tout cela. En fait, sans faire de philosophie, c'est qu'on a l'impression que cette impunité, cet attentisme, ce de dire, écoutez, on verra, pour le moment, poussière sous le tapis, puis on a le temps, on se repasse la patate chaude, c'est dans tous les domaines ou presque. C'est quand même dans beaucoup de domaines. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Mais enfin, depuis quelques décennies, on constate que oui, on verra. Écoutez, il y a les élections. On va pas commencer à faire tout ça pendant des élections. On verra après. Il y a pas ça aussi. Ce que je constate, mais comme tous les citoyens, c'est qu'il y a de moins en moins de vision en politique. J'ose pas dire de grandeur, parce que le mot paraît tellement décalé avec ce qu'on vit.
Mais les élus qu'on voit aujourd'hui, en tout cas sur le plan national, pas tous, mais quand même beaucoup de gens qui sont en première ligne, en tout cas depuis la période Hollande-Macron et parfois pour certains avant, donnent l'impression de gérer sur les sondages, de gérer à très court terme et de pas être dans une construction, dans une dimension qui les dépasse. Or, ça devrait être la dimension de l'homme ou de la femme d'État. C'est-à-dire que quand on arrive au pouvoir, on est un maillon d'une grande chaîne, mais ni plus ni moins. La France est un pays millénaire qui a des racines gréco-latines, une tradition judéo-chrétienne. Tout ça, c'est une dynamique. Rome, Athènes, Jérusalem. Voilà, exactement. Et c'est une dynamique, et on n'a plus l'impression aujourd'hui qu'il existe cette dynamique. Et vous savez, moi, avec mon centre de réflexion sur la sécurité intérieure, depuis un peu moins de 2 ans, j'essaye de faire 2 ou 3 déplacements en province par mois. Et donc j'en ai fait plus d'une 30aine, et je rencontre à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, parfois il y a 300, 400 personnes, et on discute, je fais un petit exposé, mais surtout ce qui est important, c'est surtout d'écouter les gens. Et c'est fou, le décalage qu'il y a entre le peuple, parce que là on parle vraiment du peuple, et ce que pensent les élites parisiennes, et je dis pas ça de façon péjorative, d'une certaine façon, j'en fais partie des élites parisiennes, sauf que il faut pas se déconnecter, à force d'aller parler avec les gens, voir les policiers municipaux, voir les maires, voir les conseillers départementaux, parce qu'il y a aussi les élus qui viennent, et il y a des élus, y compris de partis qui sont des partis qui ont été des partis de gouvernement, etc. Il y a une déconnexion absolue. Donc, il y a une véritable lucidité. Souvenez-vous du sondage qui a été publié par Le Figaro au début du mois de mai. La question était: qui souhaitez-vous voir gagner l'élection présidentielle de 2027 ? Qui souhaitez-vous voir ? C'est une question ouverte. Premier, c'était Marine Le Pen avec 10%. Et en dessous, ça descendait très vite à moins de 2%. Et aucun de ces noms-là, c'était 58%. Donc, et c'est un sondage, vous pouvez le retrouver facilement. Donc, ça veut dire qu'il y a une déconnexion de plus en plus grande entre la base et la technostructure, si vous me pardonnez cet emprunt marxiste. Et je pense qu'il y a quelques dizaines de milliers de gens à Paris, dans les médias, dans l'administration, dans les partis politiques, qui vivent de façon déconnectée par rapport à ce que pensent les Français. Et je pense que les années qui viennent vont être extrêmement intéressantes à cet égard. Je crois que, et même peut-être avant. Juste, Maud, je crois que nous avons un Sébastien qui nous appelle de Saint-Claude, c'est ça ? Oui. Sébastien, bonjour. Bien le bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour. Et bonjour, maître. Bonjour. On vous écoute, Sébastien. Alors, voilà, je voudrais... J'habite à la campagne et tout ça, et il m'arrive de réfléchir des fois. Je voudrais apporter une petite solution. C'est éventuellement, c'est pas une solution, c'est une idée. Elle est peut-être pas parfaite, mais c'est en essayant d'apporter des idées qu'on avance. Et donc voilà, c'est simple. Donc ça serait de faire une espèce de contrat civique, en fait, quand on fait une demande CAF, allocation logement, RSA, chômage, toute aide en France, c'est d'imposer en fait une signature de contrat social. Quelles sont les clauses? Ça serait de responsabiliser les parents, pour commencer, à s'engager à ce que ces enfants n'entrent pas dans la violence de pillage, de casse, de biens publics. Et sinon, il y aurait sanction, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Et aussi imposer aussi le fait de ne pas s'en prendre en force de l'ordre, parce que c'est facile, mais ça serait pris 2 ans. Et si ces enfants font quelque chose d'incivique, de cette manière, on supprime les allocations, on supprime les accès au HLM, parce qu'il y a des personnes qui se comportent très bien, qui sont sur des listes pendant plus de 5 ans et qui n'arrivent pas à avoir de logement. Ils vivent dans leur voiture, ils travaillent et tout ça. Et voilà, en fait, on a une chance d'habiter en France. Ouais. Alors, non, on a bien compris. Thibault, est-ce que c'est aussi la question des sanctions qui est posée là. Est-ce qu'un contrat peut être fait? Est-ce que ça a une efficacité quelconque? Je suis complètement d'accord. Il faut juste mesurer que l'idée séduisante, sa mise en œuvre est un peu plus compliquée parce que ça ne pourrait s'appliquer qu'à des gens qui sont condamnés de manière définitive. Donc ça prendrait du temps, mais c'est absolument certain que de mettre de la
responsabilité, de faire peser de la responsabilité, un peu comme une épée de Damoclès, sur les jeunes majeurs ou sur les parents des mineurs, c'est quelque chose qui me paraît important. Et j'ajoute que, notamment pour les droits associés aux étrangers qui sont sur notre territoire, c'est évidemment quelque chose sur lequel il faut jouer également. Je pense que quand on est invité chez les gens, on se tient bien, et que le fait Sauf que pour le moment, rien n'a été fait de ce point de vue-là. Alors, non, mais donc je pense que c'est une piste qui a commencé à être mise en œuvre de façon empirique par certains élus, mais c'est évidemment quelque chose qui va dans le bon sens. J'ajoute, pour rebondir aussi sur ce que dit notre auditeur, Sébastien, que il va de soi, enfin il devrait aller de soi, parce que c'est du bon sens, que lorsqu'on touche à un uniforme, qu'il s'agisse d'un policier, d'un gendarme, mais même au-delà, d'un pompier, d'un ambulancier, et même d'une manière générale d'une personne chargée d'un service public, parce que je pense notamment aux enseignants, et ça nous ramène également à l'actualité tragique du jour, même si Mélanie n'était pas elle-même enseignante. Il faut évidemment une sanction plancher. Et les gens, et vous savez, les magistrats qui disent on peut pas avoir de l'individualisation de la peine, on ne peut pas avoir une peine minimum. Ils ont bien une peine maximum qui contrevient aussi à l'individualisation de la peine. Et avant 93, dans le code pénal d'avant 93, il y avait des fourchettes avec un minimum. Je pense que dans un certain nombre de cas... Ça a été supprimé, ça. Oui, mais je pense qu'il faut y revenir. Vous savez, ce que l'homme a défait, l'homme peut le refaire. C'est certain. Je crois que nous avons... Un second auditeur, Erio de Perpignan. Oui, Erio. Bonjour Erio. Erio, est-ce que Erio est là? Non, apparemment, il n'est pas là. Maude. J'ai une petite question, moi, vous posez, Thibaut de Montbrial. Vous parliez tout à l'heure de déconnexion entre le réel et les politiques. Moi, j'aimerais parler de connexion, justement, sur les réseaux sociaux et de l'accès à la violence. Les jeunes qui ont accès, par exemple, à TikTok aujourd'hui sont les électeurs de demain. Est-ce que vous pensez, vous, que cet accès à la violence, et on parle vraiment de vidéos parfois franchement hard, c'est une bonne chose d'une certaine manière parce que ça les confronte vraiment à ce qui se passe réellement? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça risque de les radicaliser, d'avoir une très mauvaise influence sur leur avenir? Alors ça, c'est une sacrément bonne question, complexe. Je suis pas sûr qu'il y ait de réponse facile parce que la censure, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est de censurer un certain nombre de réseaux sociaux. C'est la démagogie habituelle. Mais le problème, c'est que si vous en censurez un, il y en a 10 qui ouvrent. Donc, dans la course entre l'épée et le bouclier, vous arriverez jamais à tout interdire. Et puis, il y a un deuxième sujet dans le sujet. Il y a une question dans la question, c'est l'intelligence artificielle. C'est qu'aujourd'hui, déjà maintenant, par rapport à il y a 6 mois, les choses vont très vite. Quand on voit une vidéo, on n'est plus certain à 100% qu'elle soit authentique, qu'elle n'ait pas été retouchée, voire qu'elle soit complètement fabriquée. Alors, ça complexifie encore la question que vous posez. Moi, je pense que il faut, plutôt que d'interdire, il faut éduquer. Jusqu'à maintenant, et c'est évidemment le sens de votre invitation, on a beaucoup parlé et on va continuer, sécurité, justice, mais il faut garder à l'esprit qu'aucune politique sécuritaire, moi mon fameux choc d'autorité, tout ça, ça pourra marcher avec le rétablissement de la force légitime de l'État, à une condition, c'est qu'en parallèle, il y a une véritable reprise en main par l'éducation et la culture. Oui. Et ça, c'est indissociable. Et il faut réapprendre, il faut rééduquer, pas rééduquer parce que le terme est évidemment désagréable, mais réapprendre à éduquer, à éduquer dans le sens de l'appartenance à une nation avec des valeurs, un sens du collectif. Nous sommes d'accord, mais ça on le dit beaucoup. Mais je vais vous dire, mais je vais vous dire, mais c'est indissociable, André. Non, c'est pas indissociable. Je suis absolument pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que vous dites là, bien sûr qu'il faut le faire, mais c'est le temps long. Ah, mais bien sûr. Voilà. Mais en attendant, quand quelqu'un est agressé, je fais quoi? J'attends qu'il soit rééduqué. André Berkoff, on est parfaitement en phase. La reprise en main, le choc d'autorité, c'est une politique sur 2 ou 3 ans, plus s'il le faut, mais qui est un changement de cap radical et qui pique. Et ça piquera. Et ça piquera que l'on le fasse ou ça piquera que l'on le subisse. Il ne faut pas penser que de ne pas le faire nous épargnera l'épreuve. Mais par ailleurs, il faut penser le temps. D'accord. Oui, mais ça nous ramène aux politiques et aujourd'hui aux gens qui ne pensent pas ou qui pensent très peu le temps long. On va en parler, Luc. Je crois que nous avons Luc. Alors, peut-être après la pause, si vous êtes d'accord, André, parce qu'on arrive au moment de la pub. À tout de suite. Eh bien oui, mais avec Thibaut de Montbrial, on a envie de continuer. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et nous sommes toujours avec Thibaut de Montbrial. Avocat, réflexion. Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. J'y arriverai. On accueille un deuxième auditeur, Luc de Nice.
Bonjour Luc. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur de Montbrial. Bonjour. Alors moi, je ne partage pas votre analyse sur le côté fatalité, juge un peu débonnaire et politique lâche. Moi, je pense qu'il y a une vraie volonté d'une partie de la classe politique de déliter l'État de manière à le faire mieux rentrer, de déliter la France pour la faire mieux rentrer dans ce grand ensemble européen qu'on veut nous imposer depuis des années. Et j'en veux pour preuve la différence de réponse qu'il y a eu avec les Gilets jaunes, sans me positionner sur le côté violence que pouvaient avoir les Gilets jaunes. Je veux dire, lors des manifestations des Gilets jaunes, l'essentiel des blessés et des blessés graves étaient du côté des manifestants. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des émeutes qui viennent de citer, l'essentiel des blessés du côté des forces de l'ordre. Et la réponse judiciaire a été très violente pour les Gilets jaunes, puisque vous avez des gens qui n'étaient pas condamnés, qui n'ont jamais reçu qui n'avaient pas de condamnation sur leur casier, et qui ont fait des peines de prison ferme immédiatement, alors qu'aujourd'hui, vous avez des gens multirécidivistes et qui ont reçu un stage de citoyenneté, un petit avertissement, et bientôt on va leur donner des sucettes et des bonbons. Voilà. Et donc je pense qu'il y a une vraie volonté derrière, c'est de détricoter l'État, mieux l'intégrer dans cet ensemble européen qu'on veut nous imposer et que les Français refusent. Voilà. Intervention pertinente, je trouve. Alors, bonjour Luc. Je suis pas complètement d'accord avec vous parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il n'y a pas de grand plan complotiste qui vise à affaiblir l'État volontairement, etc. Ce qui est vrai, c'est que quand il s'agit de jeunes racailles venus pour beaucoup des quartiers, l'État est toujours plus inquiet parce qu'il a peur d'une perte de contrôle totale. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi je suis étonné qu'il n'y ait pas un changement de doctrine profond. C'est pas une question d'homme, de qui est ministre, qui est préfet. C'est une question de changement de doctrine. Et ces émeutes, elles sont de plus en plus violentes. On a vu 2023, on a vu après la victoire du PSG la semaine dernière. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas employé les blindés de la gendarmerie, les centaures qu'on voit sur des magnifiques vidéos de la gendarmerie qui sont restés au garage. Il y a des hélicoptères qui peuvent aussi, avec de la poursuite lumineuse, faire le job. Je pense que l'État doit mettre tous les moyens. Et là où je rejoins Luc, c'est qu'à l'arrivée, il faut qu'il y ait une réponse judiciaire. Par contre, là où ce que vous dites est factuellement pas vrai, alors j'ai pas les chiffres sur moi aujourd'hui, mais il y a énormément de policiers et de gendarmes qui ont été blessés, dont certains grièvement, pendant la période des Gilets jaunes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au moment des Gilets jaunes, ce qui était en jeu, littéralement, c'était la stabilité du pouvoir, puisqu'à un moment, on a même cru que Paris allait tomber, souvenez-vous. Donc là, il y avait une question de rapprocher de l'Élysée. Il se rapprochait dangereusement de l'Élysée. Et donc là, il y a eu une perception par les politiques de leur propre finitude institutionnelle. Et avec une vraie peur un peu physique. Mais donc parce que les Gilets jaunes menaçaient au fond. Je veux dire, c'est un vrai problème de société, quoi. Oui, mais de dire qu'il n'y a pas eu que les policiers n'ont pas été blessés, ou en tout cas moins, ça c'est objectivement faux. Par ailleurs, de dire qu'il y a un grand plan pour fondre, parce que vous savez, s'il y avait un grand plan pour fondre avec les mondialistes, le plan n'est pas en train de fonctionner. Non, parce que les gens sont, André Berkoff, il faut quand même le dire, les gens sont exaspérés par se laisser aller et par les casseurs, etc. On va pas rester là-dessus, Juste Thibault, mais c'est vrai que, enfin, on a tous assisté à un moment de Gilets jaunes, et je parle pas des Black Blocs, je parle des Gilets jaunes, qui étaient du peuple, vous parlez du peuple que vous voyez, c'était le peuple dans les ronds-points, en tout cas une bonne partie du peuple. Ce que je veux dire, c'est que la brutalité, quand même, a été assez forte du côté des jeunes, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Non, mais la brutalité contre les Gilets jaunes, elle était en début, en fin de journée, contre l'ultra-droite au tout début, et ensuite, très vite, l'ultra-gauche. Et ensuite, les casseurs, les racailles qui sont descendus des cités vers 16-17 heures, les jours les plus... quand même, hein, sur les ronds-points, quand c'était les gens dont les fins de mois sont difficiles, qui sont le peuple qui a été chassé des centres-villes par le coût de l'immobilier, chassé des banlieues par l'immigration, qui se retrouve en zone blanche alors qu'on lui parle de Startup Nation, ce peuple-là a quand même été celui que j'entends, hein, qui vient me voir quand je fais mes réunions publiques. Ce peuple-là n'a pas, c'est pas lui qui en première ligne a pris l'impact de la violence de l'État. C'est vraiment, enfin, ça a été très mélangé, donc on l'a pas beaucoup dit. Je ne sais pas. Je crois quand même qu'ils n'ont pas été très bien traités. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut pas idéaliser les gens qui étaient en première ligne, lourdement armés du mouvement des Gilets jaunes. Nous sommes d'accord. En tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois simplement que c'est vrai qu'il y a eu une différence de
traitement de ce point de vue. Moi, je dis simplement, entre une partie, en tout cas, de ce mouvement des Gilets jaunes, moi, je suis assez d'accord avec lui. Non, mais ce qui est vrai, André, d'accord, là, on va se rejoindre, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est tétanisé par l'hypothèse d'une Naël bis, c'est-à-dire qu'on se retrouve comme en 2023, et que cette fois-ci, il y a des armes de guerre qui sont pour l'instant maintenues sous porte fermée par les trafiquants, parce qu'ils ne veulent pas le bordel qui nuirait à leurs affaires. Mais le jour où on a des émeutes dans 600 ou 700 villes, comme on a eu en 2023, mais avec l'utilisation d'armes de guerre contre la police et la gendarmerie, là, on passe dans totalement autre chose. Ça peut arriver à tout moment, et c'est ça qui tétanise un peu tout le monde. Ça, c'est vrai. Alors Thibaut de Montbrial, ça c'est très intéressant, je dirais même préoccupant ce que vous dites. Franchement, aujourd'hui, avec ce que vous voyez, avec ce que vous enquêtez, avec votre centre de réflexion, avec tout ce que vous entendez, est-ce que c'est une perspective possible qu'un jour il peut y avoir, je dirais pas insurrection, mais levée d'un certain nombre de territoires perdus par des pays conquis par d'autres? Je pense que oui, parce que pour l'instant, ce qui maintient globalement l'ordre, c'est les aides sociales, donc l'argent, et l'argent du trafic de stupéfiants, qui est très régulateur. Très régulateur. Le budget du trafic de stupéfiants, il est à peu près équivalent au budget de fonctionnement des tribunaux en France, pour se rendre compte. Donc il nourrit des familles entières. Mais bien sûr. Ouais. Mais tout ça est assis sur un pays extrêmement fracturé, ethniquement, religieusement, et avec une exaspération en plus croissante entre les gens qui se sentent les relégués du système par rapport aux autres. Et donc, tout ça pour vous dire que nous ne sommes pas à l'abri qu'un événement fortuit, comme il en arrive de plus en plus, déclenche par une réaction en chaîne une perte de contrôle. Et j'ajoute que tout ça se déroule dans un univers international qui est extrêmement instable, et que des pays comme la Russie, mais aussi l'Algérie, l'Iran et la Turquie ont intérêt, pour différentes raisons, à nous déstabiliser et peuvent jouer de ces faiblesses, voire déclencher eux-mêmes des événements qui pourraient conduire à des scénarios extrêmement sombres sur lesquels aujourd'hui les forces de l'ordre travaillent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus un tabou au sein de l'administration. Il faut prévoir le pire pour essayer d'avoir le meilleur. Prévoir le pire et espérer le meilleur. Mais il y a quelques années, quand vous parliez avec des hauts responsables de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, ils vous disaient non, mais ça, on n'y pense pas, on travaille pas. Aujourd'hui, ils ne font plus la même réponse. Merci Thibaut de Montbrial. Et à très bientôt.